Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à ce midi de la recherche où Mireille et moi on va vous présenter donc, un projet sur lequel on a travaillé pendant 3 ans, qui est le projet donc SimuStress. Nous n'avons pas été les seuls à travailler dessus, hein, donc il y a Laurence Peters ici présente, Nathalie Dumont aussi qui a coordonné le projet, Mireille, Paloma Torres, Patrick Govers, Thierry Robert et moi. Donc, notre projet de simulation, il a été réfléchi sur base de nos pratiques en tant qu'enseignant. Donc, en 2014, on a démarré le travail en simulation avec des étudiants en soins infirmiers et sages-femmes. Et lors de nos simulations et de nos journées, on s'est très vite rendu compte que le stress était vraiment un élément très présent par rapport aux étudiants. Ils le vivaient franchement pas très bien et donc du coup on se posait la question de savoir si notre travail en simulation avec les étudiants était pertinent dans leur apprentissage tellement le stress était important. Et il faut savoir qu'avant ça, avant la création du laboratoire de simulation, la direction du paramédical avait été se renseigner notamment au Canada, etc. pour voir un peu comment créer un laboratoire de simulation et comment travailler dans de la simulation. Et donc, sur base des rencontres qu'ils avaient eues, notamment au Canada, une chercheuse leur avait expliqué que la simulation pouvait provoquer au niveau du stress un niveau un peu équivalent à un choc par rapport à des attentats, etc. Au niveau de la décharge de stress. Donc, nous, on avait eu cette information-là, on s'était dit, bah, ok, on se pose un peu des questions. Puis, de fait, quand on a pratiqué alors la simulation avec nos étudiants la première année, ça a été vraiment très clairement explicité. Et c'était parfois assez impressionnant de voir comment ils étaient avant la simulation, comment ils en sortaient et à la fin de la journée, dans quel état de fatigue ils étaient suite à tout le stress qu'ils avaient subi. Et donc, par rapport à tout ça, nous avons décidé en équipe de travailler sur ce sujet. Donc on a finalement décidé de prendre les étudiantes sages-femmes sur donc une cohorte à la base 40 étudiants sur 2 années. Donc elles venaient en simulation en 3e année et puis on continue en 4e année. Et c'est cette cohorte-là que nous avons suivie. Je ne sais pas ce que tu veux. Bah, sinon je continue. Oui. Donc après cette introduction, vous avez ici un peu le tableau, le tableau temporel du déroulement du projet. Donc avant de démarrer sérieusement, j'ai envie de dire, le projet avec l'information des étudiants, la collecte de données, son analyse, on a pris l'équivalent d'une année en fait pour bien clarifier le protocole parce qu'on avait plein d'idées en tête et il fallait restructurer un petit peu tout cela. Donc ces tests, pré-tests ont été réalisés de mai 2016 à octobre 2016, donc avec le même groupe d'étudiants. Hein. Et donc vous avez ici un petit peu la liste des différentes idées que nous avions pour récolter des informations. Vous voyez ici une étudiante qui est face à un ordinateur, donc il devait répondre à des questionnaires. En même temps, vous ne voyez pas exactement, mais elle est en train de cracher dans une petite pipette pour récolter de la salive. Et il fallait le faire plusieurs fois sur la journée. Là, vous ne le voyez pas non plus, mais il y avait un enregistreur ECG continu durant toute la journée. Et puis nous avons prévu aussi de rencontrer autant les étudiants que les instructeurs pour entendre leur ressenti. Donc une année pour partir d'un protocole qui était assez bancal jusqu'à un beau protocole. Donc on est tous d'accord sur la manière de procéder. Nous avons donc informé les étudiants de 3e année sur les objectifs du projet, les différentes ressources que l'on mettait à disposition, notamment diverses vidéos pour expliquer le matériel, comment elles allaient l'utiliser, d'autres documents aussi. Et puis, on a fait signer donc un accord d'inclusion dans le projet, d'un accord d'agrément, et 40 donc, étudiants ont répondu présents.
Un peu plus de détails sur ce protocole. Tu dois parler peut-être, Mireille? Oui. Oui. Donc nous avions... je vais d'abord peut-être vous expliquer comment se déroule une journée de simulation pour que vous compreniez un peu. Donc de manière générale, on démarre la séance de simulation à 8 h du matin. Les étudiants sont là 10 minutes, un quart d'heure avant, le temps de se préparer et de s'habiller, parce qu'ils sont en tenue au moins le haut de stage. On fait une présentation générale avec un pré-briefing de ce qu'on attend d'eux, de la simulation, des compétences qu'on va travailler, des thèmes abordés. Puis parfois on fait une petite revue de ce qui est nécessaire au niveau de la théorie par rapport aux situations qu'ils vont rencontrer. Et puis on fait une visite du laboratoire avec le mannequin, les armoires, etc. On leur montre où se trouve le matériel, comment fonctionne le mannequin, qu'est-ce qui est vraiment lié au mannequin, ou qu'est-ce qui est lié à eux, leurs actions, etc. Puis après ça, on va démarrer la première séance de simulation. Une séance de simulation, ça dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure grand max, où 2 étudiants vont être acteurs dans la chambre du mannequin et tous les autres étudiants sont observateurs dans la salle de débriefing où ils voient et entendent en temps réel ce qui se passe dans la chambre du mannequin. La simulation jouée, 10 minutes, un quart d'heure, et puis le débriefing qui dure 45 minutes à peu près. Puis alors on fait une pause et ainsi de suite et on enchaîne 4 séances d'affilée. Puis la journée se termine généralement vers 15h30, 16h en fonction du rythme qu'on a pu tenir par un débriefing de la journée. Et donc l'idée ça a été à chaque fois de pouvoir insérer au bon moment les prélèvements salivaires, les questionnaires et de toute façon il y avait une analyse continue de l'ECG parce qu'il le plaçait en arrivant à 8 h du matin en salle. C'est ça, donc tous ces petits éléments ont dû être intégrés dans le déroulement de la journée et perturber le moins possible les différentes phases de simulation. Donc ça fait pas mal de sources d'informations, de nature diverse, puisqu'on a des informations physiologiques. On avait un petit tableau qui reprenait un peu la timesheet, le tableau des événements de la journée, quel étudiant rentrait en simulation à quel moment, par exemple. Donc les enquêtes et tout ce qui était observation participante et les focus group permettaient d'obtenir des mots quelque part et des ressentis. Eh bien, chaque source d'information a subi tout un ensemble de traitements de manière générale pour obtenir en fait des documents, des fichiers Excel, des fichiers images qui étaient compatibles avec le logiciel que nous avons utilisé pour effectuer ce qu'on appelle une analyse hybride. Donc c'est une analyse qui est à la fois quantitative sur des nombres, par exemple, mais aussi qualitative sur des mots. Et ça, c'est un peu plus compliqué à gérer, puisqu'il y a un côté ressenti humain. À titre d'exemple, donc moi je me suis occupé de l'ECG, donc vous avez un enregistrement ECG en continu, vous avez tous les battements cardiaques. Et bien, donc ça a dû passer par toute une série de traitements pour déterminer le nombre de battements par minute, et puis analyser ce nombre de battements par minute pour détecter de manière automatique des accroissements ici du rythme cardiaque. Autre exemple de données, donc vous avez un fichier Excel où ici c'est le cortisol salivaire et là on a en fait des formes de réponses qui ont été baptisées selon les lettres bien propres à cette réponse. Donc sur le CG on retrouve par exemple ici le rythme cardiaque au cours du temps et donc sous InVivo, sous le logiciel, il était nécessaire d'aller plus loin et de d'étiqueter en fait toutes ces informations que nous avions. Grâce à la timesheet, il était possible de savoir à quel moment tel étudiant était en séance de simulation. Et lorsque je faisais le recoupement entre la période et puis ce que j'observe sur ce signal ECG, eh bien, je pouvais délimiter la zone en disant à ce moment-là, l'étudiant est en séance de simulation et j'ai observé un accroissement significatif de l'activité cardiaque. Je n'ai pas encore répondu à la question, est-ce du stress? Il y a d'autres informations qui ont été calculées mais n'ont pas été utilisées. Troisième exemple d'information, donc vous avez ici un compte rendu des échanges avec les étudiants. Donc, vous voyez, c'est plein de texte
Et donc l'utilisateur, sous le logiciel NVivo, devait souligner des phrases, des mots, et puis les étiqueter. Alors les étiquettes, eh bien, ce ne sont pas, c'est pas n'importe quoi. Nous avons en équipe réfléchi aux différentes sources de stress. Donc vous avez ici le premier niveau, si je puis dire, des étiquettes. Et il existe un deuxième niveau qui spécifie davantage ce que l'on sous-entend par c'est quoi une cause de type imaginaire. Donc par exemple, pour l'imaginaire, le ressenti de stress rentre dans cette case-là. Dans le matériel, Mireille a parlé du mannequin. Ben, le mannequin, c'est un artefact et ça rentre dans la case matérielle. Relations sociales, les pairs, les rumeurs ou les instructrices se retrouvent dans cette case-ci. Et puis, ben, évidemment, on avait le CG et le cortisol salivaire. Donc vous avez vu plein de sources de fichiers, c'est multiplié par le nombre d'étudiants, c'est multiplié par le nombre de séances que l'on a eues, ça fait un énorme paquet d'informations qu'il a fallu étiqueter, et puis ensuite il fallait les traiter, et là c'était costaud. Heureusement on a eu la possibilité de pouvoir suivre une formation sur NVivo, donc on a pu passer d'un smiley pas content à un smiley plutôt content. Alors pour symboliser un petit peu tout le flux de traitement dans le logiciel NVivo, donc vous avez toutes les données étiquetées là au-dessus, et puis il faut coder des requêtes. Et des requêtes, c'est simplement faire des requêtes de croisement entre différentes étiquettes, différentes sources de données. Donc on a commencé par les enquêtes toutes seules, puis on les a combinées avec toutes les autres informations, jusqu'à extraire en fait des sous-nœuds, des causes de stress que l'on avait identifiées dans le mind map de tout à l'heure. Rapidement, au niveau des résultats, on avait 40 donc, étudiants qui sont rentrés dans ce projet, n'ont pas pu rester systématiquement pour chacune des séances, certains étaient en stage, certains ont abandonné. Donc au final, on a eu une petite trentaine, 29 de données d'étudiants qui sont restés relativement constants dans le projet. Vous avez ici ensuite le nombre de focus group, d'interviews avec l'instructeur, l'instructrice et les observations participantes. Et voici les résultats que l'on a obtenus, par exemple, pour le cortisol salivaire. Alors, ici, je vous avais dit, tiens, le cortisol salivaire, il y a une lettre qui est associée à une forme. Ben, vous voyez ici la lettre M, qui est relative à la forme du signal en rouge. Donc ça, ce sont les points de mesure qui ont été réalisés durant la simulation. La courbe en bleu, c'est la ligne de base, donc c'est des données que l'on a récupérées avant, et c'est un peu la référence. Si en rouge, ça se situe au-dessus, c'est qu'il y a eu effectivement un accroissement du cortisol et donc une source de stress. C'est un beau cas. Il y en a plein d'autres où la courbe en rouge se trouve en dessous de la ligne de base. Donc il faut s'imaginer que pendant qu'on demande aux étudiants de faire ça au calme chez eux, de faire des mesures, ils sont plus stressés qu'en séance de simulation. Possible, pas possible, je sais pas. En tout cas, ça pose vraiment problème dans le cadre de la recherche ici. On a quand même essayé de faire toute une série de choses avec les données que nous avions, et au niveau des différents profils et différentes formes, il y en a quelques-unes qui sont ressorties en fonction des différentes informations contenues dans les questionnaires. Ok, donc il y a des formes qui ressortent. Maintenant, on n'a jamais répondu à la question stressé, pas stressé. On a juste des formes. Au niveau ECG, on avait donc cet exemple de codage qui était relativement clair et net, c'est vrai. On a pu le retrouver dans pas mal d'enregistrements. Maintenant, c'est une vue macroscopique et on n'a pas eu le temps ni l'expertise finalement de pouvoir véritablement creuser sur ces informations de CG et de clairement répondre à la question stressé, pas stressé, sur base de ces données. Je continue avec les enquêtes. Là, les informations nous ont permis en fait de préciser
5 causes de stress sur base de notre mind map. Alors ces 5 causes, vous les voyez, donc il y a l'artefact. Donc typiquement, ce que je vous ai dit, c'est le fait que le mannequin ne soit pas un être humain. Donc ça pose problème. Il ne peut pas forcément être articulé de toutes les manières que l'on souhaite. Le fait que la simulation soit une nouveauté en soi. Et puis, 3 composantes, 3 causes relatives aux relations sociales, les rumeurs, l'instructeur et les pairs. Donc ces informations, ces nœuds-ci ont été croisés avec l'ensemble des mots qui ont été rapportés dans le cadre des focus group avec les instructeurs, les étudiants, etc. Pour essayer de préciser un petit peu tout ce qui était caché derrière ce mot rumeur, oui, mais en quoi? Qu'est-ce qui gêne exactement? Donc on a pu synthétiser toutes ces informations-là et puis après on en a discuté ensemble afin de définir différentes actions. Et je vais enfin laisser la parole à Mireille qui va nous expliquer tout ça. Donc avant de vous expliquer ça, il faut vraiment bien comprendre que la simulation, c'est un outil pédagogique qui permet aux étudiants d'apprendre. Et donc, ça veut dire qu'en aucun cas, on attend des étudiants, quand ils viennent en simulation, des performances en termes de savoir gérer la situation. La situation qu'on leur propose, c'est un prétexte pour analyser après dans le débriefing comment dans leur cerveau ils ont fonctionné pour arriver à fonctionner de cette manière-là dans la situation. Et si le fonctionnement qu'ils ont eu était positif, bah c'est vraiment de le souligner et de le mettre en évidence pour qu'il puisse être reporté par la suite et reconduit. Et puis, si à l'inverse, le fonctionnement qu'ils ont eu n'était pas adéquat, c'est vraiment le travail ensemble et par l'étudiant en premier lieu de réfléchir à comment je devrais agir une prochaine fois pour que ce à quoi je suis confrontée fonctionne. Quand on comprend ça, ben, on comprend qu'il faut absolument que l'objectif vraiment premier de ce dispositif, c'est que ce soit confortable pour l'étudiant en termes de sécurité, qu'il se sent en sécurité quand il est en simulation, et puis qu'il se sente écouté et compris dans ses difficultés, et qu'ensemble on trouve des actions pour l'aider. Alors du coup, pour répondre aux problématiques de quels étaient les éléments qui posaient du stress, on s'est rendu compte que déjà, il y avait beaucoup de choses qui étaient liées à des rumeurs qui circulaient au sein des étudiants, mais aussi au sein des enseignants. Et puis, des rumeurs en termes de difficultés, de ce qu'on attend d'eux, de ce que c'est réellement la simulation, de la compréhension du dispositif. Et puis, du coup, on s'est dit, ben voilà, on va commencer par chaque début d'année, remettre au clair pour tous les étudiants qui viennent en simulation, ben, c'est quoi la simulation, quels sont les objectifs, ce qu'on attend de vous, quels sont les thèmes qu'on va aborder et quels sont les prérequis à avoir pour venir. Donc, on les renvoie vers les cours qu'ils doivent aller revoir avant. Les instructeurs aussi ont été présentés à l'ensemble des enseignants, des étudiants. Et puis, on a ouvert un espace en ligne disponible aux étudiants pour aller voir une vidéo sur la simulation, pour aller voir une photo avec tous les instructeurs qui y sont, au cas où ils en prendraient un ou l'autre, et à nouveau avec les thèmes apportés, ce qu'on attend d'eux, etc. Ensuite, là je pense que avant chaque simulation, un mail est renvoyé aux étudiants qui se présentent en simulation. Avec à nouveau, on réexplique les objectifs de la journée, le thème, les prérequis à aller voir, et on les renvoie vers la préparation que eux peuvent avoir pour se sentir peut-être plus à l'aise pour la journée. Le jour de la simulation, avant voilà, on était un peu comme n'importe quel enseignant dans une classe, c'était le bonjour, tout le monde sait à ça, et puis paf, l'enseignant commençait, puis on a un peu changé notre mode de fonctionnement. Maintenant, voilà, on a simplement mis du café, du thé à disposition. Ils peuvent amener de quoi manger. On est dans un esprit beaucoup plus convivial que ce qu'on peut voir quand on vient en classe de cours. Et puis, la question à se poser, c'est, au début de la journée, on va s'intéresser à l'état de l'étudiant avant de démarrer la simulation.
On va demander dans quel état émotionnel il se trouve, s'il se sent prêt ou pas à gérer la séance de simulation. Alors vous allez me dire, bah, c'est peut-être un petit peu beaucoup de maternage. Mais en réalité, pour vous donner un exemple concret, nos étudiants, ce sont des étudiants pour le moment donc en soins de santé. Ils sont en stage quand ils viennent en simulation, donc on les sort d'une journée de stage. Il y a les pauses, etc. Voilà, c'est un peu fatigant. Et puis ils arrivent. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une étudiante qui s'effondre le matin quand on lui demande comment vas-tu, elle s'effondre. Pourquoi? Parce que la veille, elle a eu une naissance difficile, un bébé qui n'a pas démarré, un bébé qui, certainement quelques jours plus tard, on allait devoir arrêter le respirateur, etc. Et donc, pour elle, quand on lui a dit tu viens faire de la réanimation du nouveau-né, elle s'est dit non, c'est pas possible, j'en ai eu une hier, ça a complètement foiré, aujourd'hui je ne pourrais plus, je ne saurais pas émotionnellement gérer ça. Donc cette étudiante, moi, elle ne m'a pas expliqué ça tout de suite. C'était d'abord comment vas-tu, est-ce que tu es prête pour, est-ce que tout le monde se sent bien pour la réanimation, voilà. Donc on a dû la sortir, parler avec elle, et puis finalement elle est rentrée chez elle, parce que là, ce jour-là, elle n'était pas capable de se confronter à cette situation qu'on lui proposait. Alors, évidemment, derrière, je peux comprendre des points de vue différents, des interrogations, mais tiens, est-ce que c'est vraiment équitable pour tous les étudiants, etc. Voilà, nous, en simulation, c'est un peu le pari qu'on a mis en place. Donc, il y a cet aspect vraiment de s'intéresser à l'état émotionnel de l'étudiant face à l'apprentissage qu'il va avoir. On a aussi on a décidé d'écrire une charte où les étudiants, quand ils viennent, ils la signent et ils s'engagent à un respect, bienveillance, etc. vis-à-vis de chacun. Ensuite, forcément, on fait un tour de table, tout le monde se présente, on explique un peu dans chacun où on est, ce qu'on fait, etc. Et puis, après ça, quand on a fait ce tour de table, eh bien, on sent qu'on a une atmosphère vraiment beaucoup plus apaisée. Et à l'heure actuelle, ce qu'on ne faisait pas encore là, mais ce qu'on fait maintenant, c'est demander l'échelle de stress des étudiants au moment où on a fini le débriefing. Voilà, maintenant vous vous sentez comment avant de commencer cette journée, et puis alors on va redébriefer un petit peu sur la nécessité du stress avec le stress qui est positif et qu'on a besoin d'en avoir, et puis le stress avec les effets négatifs, s'en rendre compte, comment agir, etc. Et tout au long de la journée, au fur et à mesure, on se rend compte dans les débriefings que le stress est quand même un élément qui est présent, mais qui est beaucoup plus acceptable pour les étudiants. Ce qui est bien, c'est qu'ils font chacun un travail sur eux-mêmes, du fait de se rendre compte des situations stressantes, de se rendre compte que le stress agit sur eux, et ce qu'ils peuvent mettre en place. Et ça, c'est vraiment pendant toute la journée que ça va se travailler. Et alors, au fur et à mesure des séances de simulation, plus on avance dans... Donc, ils sont là une fois, deux fois, là, plus ils avancent dans leur cursus, plus ils viennent en simulation, et plus ils se rendent compte par eux-mêmes que la simulation les aide au final à gérer le stress qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer de la même manière à l'hôpital sans simulation. Donc ces simulations nous permettent de vraiment mettre des mots sur le travail stressant en santé, de manière générale. Je pense que j'ai à peu près tout raconté. Lors du débriefing, on va vraiment beaucoup s'atteler aussi au fait de, comme je vous l'ai dit, débriefer sur quand on a des situations difficiles où l'étudiant est resté bloqué, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti bloqué, et si l'élément stress revient, là aussi on va développer, mais ça peut être deux éléments aussi. Un élément important, c'est que nous, en tant qu'instructeurs, ils nous voient comme le renseignant qui vont leur faire passer des examens, etc. Et donc quand on est en simulation, il faut qu'on enlève un peu cette casquette-là, et c'est ça qui est, entre guillemets, le plus compliqué pour nous. C'est vraiment de leur dire, voilà, nous on vous accompagne aujourd'hui, on n'est pas là pour vous évaluer. Donc voilà, c'est à force de que finalement, je pense que ça... Quelques éléments de discussion qui ont déjà été abordés finalement. Les deux données d'entrée physiologiques, objectives, dirons-nous, le cortisol salivaire et le CG n'ont pas apporté les informations que nous espérions. D'un côté, pour la variabilité donc, de cette ligne de base, le CG qui était une vue un peu trop macroscopique et qui méritait tous deux en fait beaucoup plus de temps en fait d'investissement pour dégager véritablement des informations ultra pertinentes qui auraient pu
peut-être encore guider davantage, ou confirmer en tout cas des points qui ont été soulevés par les questions. Bah, comme Mireille l'a dit, hein, les séances de simulation ont été adaptées et une chose très importante effectivement, c'est que les instructeurs ont changé leur manière de voir les choses en séance de simulation, en gestion du debriefing et leur posture au cours. En tout cas, comme conclusion, ça a été un super projet de bosser en équipe multidisciplinaire avec paramédical, c'était les sages-femmes, mais il y avait aussi donc les technologues de laboratoire. Et en technique, donc il y avait des ingénieurs. Donc le fait de faire cette analyse hybride était aussi une nouveauté, en tout cas chez nous et moi de mon côté. Patrick Govers connaissait de son côté. Et donc, voilà, donc les données collectées ont permis d'adapter les séances de simulation. Là, je pense qu'on a quand même atteint l'objectif fixé par ce projet. Et si on avait un peu plus de temps, beaucoup plus de temps, et avec peut-être la vue de l'un ou l'autre expert en la matière, ça nous permettrait d'aller encore plus loin dans le cadre de ce projet. Et après, voilà, ici, moi je me permets de vous poser la question et de vous demander si vous avez des envies, en tout cas de travailler en termes de recherche sur ce dispositif de formation, qui est un dispositif quand même assez innovant pour les hautes écoles, les universités, dans lequel il y a quand même beaucoup de travail à mettre en place. Mais quelque chose qui serait vraiment bien, c'est de pouvoir finalement aujourd'hui, après cette étude, évaluer les résultats au final. Qu'est-ce que nos étudiants atteignent comme compétences quand ils viennent chez nous, quelles sont en termes de satisfaction, en termes d'estime de soi, etc. Comment ils évoluent, et je pense vraiment que ce serait intéressant que cette étude soit faite au sein de notre laboratoire, d'autant plus que maintenant, par rapport à la simulation, on est de plus en plus en train de se dire qu'il faut qu'on évalue nos dispositifs, et ça, ce serait vraiment une manière de pouvoir évaluer ce dispositif. Donc voilà, si quelqu'un sera intéressé, il y a de quoi faire largement, à peu près 117 journées par année, rien que pour le paramédical, soit infirmier, sage-femme et spécialité, en sachant aussi que j'en profite pour faire la publicité, que nous allons ouvrir un nouveau laboratoire de simulation ici au sein du campus. Donc ce sera le SAC 112 dans ce bâtiment-ci. Ce sera un double laboratoire de simulation, et alors l'idée c'est de faire un laboratoire vraiment dédié à nouveau aux soins de santé, nursing, etc. Et puis un deuxième laboratoire, mais là qui serait tout à fait ouvert à n'importe quelle simulation. Donc ça veut dire que des étudiants en psychologie, en master de management, en pédagogie, assistante sociale, peu importe, pourraient venir faire de la simulation pour tout ce qui concerne notamment la communication, le travail d'équipe, l'annonce de nouvelles, peu importe, voilà. Des cadres qui voudraient apprendre à faire un entretien avec des gens embauchés, ou qui voudraient apprendre à faire un entretien où il y a des choses difficiles à expliquer à un employé, etc. Ou des marcheurs clients, voilà. Plein d'idées. En tout cas, il y aurait un laboratoire qui serait dédié plus à cet angle de communication. Et donc ouvert à tout qui veut l'utiliser. Merci. La question ? C'était très clair.
très apprécié par les étudiants qui font le certificat en simulation à l'ULG. Les étudiants qui viennent ici en stage pour apprendre à être instructeur en simulation apprécient quand même assez bien le dispositif qu'on a mis en place, la manière dont on fonctionne avec nos étudiants et forcément du coup avec eux aussi. L'équipe n'a pas envie de déposer éventuellement un projet pour aller plus loin, la même équipe? Il y a d'autres projets qui ont été déposés de leur côté aussi, donc ils sont moins occupés. Ils sont plus occupés. J'ai bien compris. Ouais, ils sont Oh là là. C'est parti des îles. C'était justement un peu dans la motivation, c'est merci Xavier pour accueillir les psychologues. En fait, je me demandais si c'est justement par rapport à la relation de la formation de base, de formation lycéenne. J'ai été rare pour une étude qui a été menée par l'Institut lycéenne et l'université, qui est psychologie et aménagement du travail. Et c'était effectivement évaluer un nouveau dispositif, mais là c'était plutôt la collaboration à distance et le travail, la relation de travail numérique. Et donc c'était exactement ça, c'était la captation du stress, des éléments de mise en situation. Et j'aime beaucoup l'exemple que tu mentionnais par rapport à l'étudiante qui avait eu un problème précédent, parce qu'un des éléments de l'étude, c'était plus que le stress que l'on développait, c'était le stress qui en amenait. Et donc la bienveillance d'arrivée, c'était aussi un des éléments qu'on avait en place, qui n'était pas tellement destiné à la séance qu'on allait mener, mais plutôt à la déconnexion par rapport à son contexte, de pouvoir être en situation de démarrage, de processus structuré. Voilà, justement, si on devait continuer, je trouve que c'est des points qui sont intéressants. Ça peut peut-être expliquer pourquoi parfois ils sont moins stressés dans le dispositif. Peut-être. Mais c'était pas tellement le stress développé, c'était plutôt le stress qu'on amenait. Et effectivement, les rumeurs, tout ce qui était le présupposé ou son imaginaire en façon sur le système. Maintenant, par rapport aux informations du cortisol qui étaient un peu contradictoires entre la ligne de base et ce qui avait été mesuré, on n'a pas pris le temps, parce qu'on n'avait pas, de voir un petit peu l'évolution du cas. Parce qu'en fait, on a fait des croisements pour avoir des nombres d'étudiants qui rentraient un peu dans le même groupe, mais on n'a pas regardé qui et l'évolution de qui. Comment était son évolution au cours des différentes séances. Ça, on n'a pas eu le temps de faire. Et le niveau des mesures de cortisol, vous avez fait ce qu'on avait branché? Alors ça faisait partie du protocole, on leur disait bien, mettez-vous, vous ne pouvez pas manger avant, vous devez faire votre prélèvement après X minutes, après avoir mangé ou bu, enfin, tout ça a été expliqué. Maintenant, c'était pas contrôlé. En tout cas, jusqu'à ce qu'ils arrivent, ce qu'ils faisaient avant n'était pas contrôlé. Ouais. À partir du moment où ils arrivent en simulation, franchement, mais moi je pense sincèrement qu'ils ont joué le jeu réellement. Et lors des séances, voilà, ils restaient mais à jeun, ils se tenaient vraiment bien par rapport au protocole. Maintenant, je pense quand même qu'il ne faut pas oublier que, oui, ils sont en période de stage. Ça veut dire que la veille, il y en a, ils font 2-10, donc ils finissent à 22h, ils rentrent chez eux, ils vont peut-être aller dormir à minuit, 1h, et à 6h30, 7h, ils sont déjà en route. Donc est-ce que réellement la ligne physiologique est respectée par ces éléments? Je pense que ça a un impact. Puis même à nouveau, quand on travaille en pause, le moment où on va manger, où on va boire, c'est parfois hyper aléatoire. Hein. Parfois on mange à 2h du matin, quoi. En soi... On se fait le dosage cortisol? Comment on l'a prélevé? Non, dosé. Ça, je ne peux pas. Reste Thierry? Donc il a prélevé dans des pipettes. Dans les pipettes, il y avait un Nous, on kit. les a. Elisa? Elisa? Oui. Et puis après, j'ai vu qu'il utilisait du matériel que Elmo possédait pour effectuer le reste des analyses. Ouais. Et alors, quand ils ne savaient pas venir les chercher tout de suite, on les congelait. Donc c'est comme ça qu'on a un petit congélateur au laboratoire de simulation si quelqu'un en a besoin.
Ah ben voilà, sincèrement, Attention, c'est calme maintenant. si tu en as besoin, tu peux venir le chercher, le verre à boire. Nous, pour le Ah, vous moment. l'utilisez? Ah ben non, il est vide, là, ouais. Ah, Ben, envoie-moi un mail et on s'arrange pour que tu viennes le chercher. Mais comme autre source de données qui n'a pas été mentionnée, c'était, comme Mireille l'a dit, dans la salle de débriefing, il y a un grand écran où on peut voir donc, les différentes prises de vue caméra. Tout ça a été rapatrié, sauvegardé sur un disque dur externe, donc on a les enregistrements de toutes les séances. Et une fois avec Patrick, on s'est assis l'un à côté de l'autre, on a regardé l'écran, puis après je lui ai dit, tiens, cette étudiante-là, à tel moment, il y a un truc bizarre à l'ECG. On a regardé sur la caméra et on a clairement vu un comportement assez anormal. Genre un peu nerveux, là. Et on s'est dit, c'est super chouette, mais bon sang, ça nous a pris 1h30 pour un gars, pour 20 minutes de séance. Quoi. Donc c'était quand même pas... On peut travailler dessus pendant des années. Quoi. Ouais. Les données sont toujours là, à disposition. Mais dans le cadre de cette recherche, il y a une étudiante pour son travail de fin d'études en biomède qui, elle, est venue faire l'analyse, en tout cas s'assurer que le protocole était suivi, parce que la difficulté c'était que moi, en tant qu'instructeur, gérer ma journée de simulation, tout ce que je dois faire avec les étudiants, en plus le timing de « Ah, c'est le moment de faire ceci, ah, c'est le moment de faire ceci », c'était pas possible. Donc du coup, de temps en temps, c'était... Birgit est venue une fois, aussi, Thierry aussi. Mais alors on a eu finalement une étudiante qui faisait son TFE, à mon avis, sur quelque chose dans ce genre-là en biomède. Et donc elle a utilisé le protocole et elle venait pour gérer le timing. Maintenant, je pense que, oui, de fait, là par exemple en sage-femme, on a des TFE en cours. Et ça fait 4 ans maintenant où j'ai des étudiantes qui analysent l'impact de la simulation, soit de basse fidélité ou haute fidélité, sur l'apprentissage de nos étudiants. Donc elles vont analyser le avant-après simulation et à chaque fois avec un groupe contrôle et un groupe focus. Et donc là on a quand même, le 4e va aboutir cette année, on a quand même de super bons résultats. À chaque fois ça nous permet aussi de se repositionner et de réadapter notre pratique. Et je pense que dans le même cadre, des étudiants en biomède, en ingénieur, que sais-je, pourraient intégrer par rapport à la simulation quelque chose. Merci à vous. Et l'annonce pour le prochain midi de la recherche, on peut pas la... Qui, quand... Non.